Raphaël Dehan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je voudrais commencer par une tradition ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, je suis donc Raphaël Dehan, je suis ancien élève de l'École normale supérieure et de l'ENA, agrégé de lettres classiques, et j'ai publié plusieurs livres, des essais historiques en réalité, sur le populisme dans l'Antiquité romaine, sur l'histoire de l'assimilation à travers les âges, et plus récemment sur, enfin avec l'intelligence artificielle, et aussi un peu sur l'intelligence artificielle, mais pour rejoindre avec mes précédents livres, d'une uchronie sur l'histoire de Rome si elle avait connu la révolution industrielle. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de ce dernier ouvrage, puisque le sujet de cette conversation est sur l'intelligence artificielle. Est-ce que on peut déjà dire que vous en êtes le co-auteur? Parce que vous avez peut-être précisé, mais cet ouvrage a été écrit par ChatGPT. Alors, il n'a pas été écrit entièrement par ChatGPT, mais effectivement, c'est un travail de co-auteur, en quelque sorte. Donc, ça s'appelle Si Rome n'avait pas chuté, et en fait, ça se présente comme une sorte de dialogue, puisque mon idée de départ est d'essayer de voir jusqu'où on pouvait pousser l'expérimentation avec une intelligence artificielle, avec un modèle de langage, pour essayer d'écrire un livre, mais pas n'importe quel livre. Je ne voulais pas simplement remplacer le travail d'auteur, mais voir si on pouvait essayer de créer quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et en l'occurrence, ma spécialité étant plutôt l'histoire, je voulais essayer de se servir de l'IA pour susciter des idées que je n'aurais pas eues autrement en fait. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un travail en quelque sorte à quatre mains, même si l'autre partenaire n'a pas de main, puisque je m'en suis servi pour générer des idées, générer des textes aussi, et ensuite pour à la fois les réarranger, les corriger, les associer les uns entre les autres, et après pour les commenter, là cette fois-ci sous ma plume à moi, et pour voir ce que ça m'inspirait et ce que ça pouvait susciter comme réflexion sur l'Antiquité, sur la technologie, sur le rapport de la technologie et de la société. Et donc finalement, ça fait une sorte de, voilà, de dialogue où l'IA invente des choses et où je commande ça d'un point de vue historique. Est-ce que vous avez été surpris, agréablement surpris par le travail de ChatGPT, donc qui a fait avec vous qui a coécrit avec vous l'ouvrage? Quelle est votre analyse à la suite de l'écriture de cet ouvrage? Alors, il y a plusieurs remarques qui me sont venues. D'abord, ce qui est le plus frappant, je trouve, c'est quand même la cohérence et la puissance de la chose. D'abord parce que les textes sont jamais vraiment mauvais. Alors évidemment, la qualité est variable selon les générations, et donc j'en ai fait faire beaucoup plus que ce qui se retrouve dans le texte à la fin, donc il y a un gros travail de sélection. Mais malgré tout, j'ai jamais vu de texte qui était absolument nul ou incohérent ou contradictoire. Enfin, donc il y a une cohérence assez fondamentale du modèle qui est très impressionnante. Il y a aussi une forme de créativité qui, je trouve, est un peu niée parfois par ceux qui rappellent, à juste titre hein, pourtant, que techniquement ce sont des modèles qui ne font que prédire des mots les uns après les autres. C'est le cas, hein, c'est un modèle statistique, ça fait que aligner, même pas des mots, des tokens, donc des bouts de mots, les uns après les autres, en fonction de paramètres qui ont été entraînés sur une base de données très grande. Et on pourrait croire que ce phénomène-là, enfin ce mécanisme, n'aurait pour conséquence que de tendre à reproduire des choses qu'on voit déjà dans les bases de données et à une incapacité à produire du nouveau, en fait. Et c'est pas vraiment ce qu'on constate, voire pas du tout ce qu'on constate. Au contraire, en fait, le modèle de langage est très fort pour associer des choses différentes, d'origine ou de style très différents. Donc, par exemple, vous prenez l'histoire d'Edison au XIXe siècle et vous la mélangez avec la paranoïa d'un empereur romain, et puis ça fait qu'il arrive à en faire une histoire qui est tout à fait neuve et qui cumule très bien en fait les deux aspects de ces histoires, et surtout qui en fait quelque chose d'intéressant, qui prend avec pertinence les bons éléments qui vont résonner les uns avec les autres. Et donc ça, c'est un vrai travail de création. Ça fait une histoire et des personnages qui n'existent pas du tout autrement. Et au fond, ça nous rappelle aussi que le travail de création humaine, il fonctionne très largement comme ça. Les artistes humains, en fait, ils ne travaillent pas non plus ex nihilo, ils ne commencent pas avec une table rase. Et je prends dans le livre l'exemple de Virgile, le poète romain, qui a écrit l'Énéide et qu'on a souvent comparé dans l'histoire de la littérature à une sorte de fusion entre l'Iliade et l'Odyssée, donc les deux poèmes d'Homère. Et c'est vrai, ça se construit un peu comme ça. Et donc finalement, on ne reproche pas à Virgile de ne pas avoir été créatif. Pourquoi est-ce qu'on reprocherait finalement à ChatGPT, qui fait à peu près la même chose de ce point de vue, de ne pas l'être non plus? Très bien. Et si on élargit un peu le sujet, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce qu'il y a, c'est-à-dire concrètement, donc là on est fin mai, la date de l'interview fin mai 2023, qu'est-ce qui aujourd'hui existe en termes d'IA
qui est accessible au commun du mortel. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui? Oui, c'est assez intéressant comme question. Souvent, quand on parle de l'IA, on pense soit... Alors, il y a des gens qui sont un peu en retard et qui se souviennent que des modèles d'il y a 5-6 ans et qui ne voient pas la capacité qu'a aujourd'hui GPT-4 pour la dernière version. Et puis, il y a aussi ceux, surtout, qui pensent à ce que l'IA sera dans 10 ans ou dans 20 ans, voire dans 50 ans. Et on s'attarde assez peu, finalement, sur ce qu'on peut faire déjà. Si même le progrès s'arrêtait et se congelait aujourd'hui, en fait, il y aurait déjà beaucoup de choses qui pourraient changer. Notamment avec donc, GPT-4 qui est le modèle d'OpenAI. Il y a d'autres modèles qui sont accessibles, enfin qui commencent à l'être, notamment ceux de Google, mais qui je crois pour l'instant ne sont pas accessibles en Europe. Mais donc tout ça va se développe et c'est pas seulement un monopole d'une société fermée comme OpenAI, malgré son nom. Donc ce qui va changer, c'est beaucoup de choses. D'abord parce que toutes les tâches qui comprennent du texte et qui reposent sur une capacité de synthèse, d'analyse, et qui n'ont pas besoin d'un degré de précision à 100%, peuvent d'une manière ou d'une autre être automatisés ou en tout cas bouleversés par les modèles de langage. Donc en fait, une grande partie des métiers, et notamment des métiers dont on n'imaginait pas que la technique pourrait forcément les impacter, sont concernés. Il y a plein de tâches, par exemple, dans la haute fonction publique, que je connais bien. Il y a beaucoup de hauts fonctionnaires dont le métier, c'est de faire des notes de synthèse. C'est d'ailleurs un peu l'exercice roi qu'il y a à Sciences Po. Et en fait, GPT-4 fait très très bien des notes de synthèse. Ce serait embêtant si jamais, parce qu'il y a toujours ce problème des modèles de langage qui ont des hallucinations, donc quand ils inventent des concepts, des mots, enfin plutôt des faits ou des événements ou des dates. Et ça c'est embêtant, notamment en mathématiques par exemple, où ça a déjà été beaucoup dit, mais le GPT n'est pas extrêmement bon en mathématiques. Mais en fait, alors d'une part, ça se réduit quand même, enfin ce défaut se réduit modèle après modèle, mais surtout, en fait, il y a beaucoup de tâches qui n'ont pas besoin d'avoir non plus une précision absolument certaine. Mais aujourd'hui, par exemple, on peut faire des notes de synthèse avec ChatGPT. Si on lui donne les informations qu'il faut, oui, franchement oui. Et on peut lui faire synthétiser un texte très bien. On peut aussi lui faire développer un texte assez bien. À la limite, finalement, ce qui est le plus contraignant aujourd'hui, c'est la taille du contexte. Donc c'est le nombre de mots qu'on peut lui donner en entrée pour lui donner le contexte de ce qu'il doit rédiger. Mais ça, déjà, on sait qu'il y a des modèles qui ont des contextes beaucoup plus larges que ce qu'on a avec la version publique de ChatGPT. Donc en fait, ça, dans très très peu de temps, on pourra avoir accès à des choses où on peut mettre un livre entier en entrée et lui dire d'analyser les choses, de réagir au livre entier, quoi. Donc ça change beaucoup de choses. On parle énormément de ChatGPT, c'est le produit qui revient de façon permanente. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres produits? Je pense à Midjourney, etc. Est-ce que vous pouvez nous lister l'offre aujourd'hui un peu Ouais. Et d'abord, nous lister l'offre, et aussi, c'est une question que je voudrais vous poser, l'origine de l'offre. Est-ce que c'est très américain? D'où ça vient? C'est principalement américain quand même. Donc il y a effectivement un ChatGPT qui dépend de OpenAI, qui est donc cette société où c'est un peu bizarre comme histoire parce que c'était à l'origine une organisation, si je me souviens bien, à but non lucratif, qui était censée être une sorte de cercle de recherche dont le but était d'empêcher que des sociétés comme Google puissent mener des recherches sur l'IA sans que personne ne sache comment ça marche, où ils en sont, ni qu'ils puissent avoir un monopole sur ces technologies. Et donc, il y avait plusieurs grands investisseurs américains qui s'étaient réunis pour faire ça. Et à un moment dans l'histoire de OpenAI, ils ont reçu de gros investissements de Microsoft. Ils ont fait une sorte de branche commerciale qui en fait est celle qui aujourd'hui est la plus importante et qui finit par être très fermée en fait et qui maintenant ne révèle plus la structure du dernier modèle GPT-4. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'ils avaient comme intention à l'origine. Mais paradoxalement, leur rôle d'IA ouverte a été remplacé par un autre acteur qu'on n'attendait pas forcément sur ce terrain-là, qui est Meta, donc la maison mère de Facebook, qui eux, avec en plus à la tête de leur direction, de leur centre de recherche en IA, un Français, qui est Yann Lequin, ont comme stratégie, pour l'instant, d'être très ouverts et de sortir beaucoup de modèles de langage et d'autres intelligences artificielles en open source. Donc ouverts aux chercheurs, ouvert au grand public pour que chacun puisse voir comment ça marche, s'en servir pour faire autre chose, rentrer à l'intérieur en quelque sorte, ce qui n'est plus le cas du tout de OpenAI. Donc ça c'est intéressant et il ne se concentre pas seulement sur le texte mais aussi beaucoup sur la reconnaissance d'images, sur la génération d'images. Ça c'est d'autres applications intéressantes de l'IA, d'autant que dans la recherche qui est
un des objectifs de certains dans le domaine de l'IA, même si ça ne le résume pas entièrement, la recherche de l'intelligence artificielle générale, donc, qui serait capable de faire une grande variété de tâches que les humains aujourd'hui sont capables de faire. Des gens comme justement Yann Lequin pensent que le texte, ça ne suffit pas du tout, que les modèles de langage, c'est bien, c'est puissant, mais que ça ne résume pas en fait l'intelligence tout simplement, ou la capacité même à avoir une conception du monde et à raisonner et à produire des effets dans le monde. Et donc, Meta en particulier pense beaucoup à la vision en fait. Donc, il y a eu déjà des recherches dans d'autres domaines, notamment pour les voitures autonomes de Google ou de Tesla, où là aussi c'était beaucoup de l'IA sur la vision, la capacité à repérer l'environnement, à identifier les objets, à voir quelles sont leurs relations. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et on peut imaginer d'ailleurs qu'à moyen terme, la fusion donc, des capacités des modèles de langage et de la vision permettent de démultiplier la puissance de chacun d'entre eux en fait. Parce que GPT par exemple, dans la version qu'on a en public aujourd'hui, est limité en quelque sorte par le fait qu'il n'a pas Dieu. Il sait déjà beaucoup de choses pour quelqu'un qui n'a pas Dieu, mais si jamais il y a beaucoup d'autres informations qu'on repère par la vision qu'on n'a pas du tout par le texte, forcément. Donc il y a ces choses-là, et après effectivement il y a la génération d'images. Alors là c'est plutôt Midjourney, et pour la version open source, Stable Diffusion, qui ont aussi beaucoup de perspectives, notamment pas seulement pour les images fixes, mais pour les films et les images animées, où on voit déjà commencer à avoir des prototypes de synthèse de vidéos. Donc ça va clairement aussi se développer beaucoup. Et maintenant, si on se projette un peu dans l'avenir, parce qu'on a défini un peu ce qu'était aujourd'hui l'IA, qui est en progression exponentielle, et son développement est très, très rapide. Il y a un exemple qu'on m'a donné récemment, c'est que les mathématiciens, en tout cas les polytechniciens du début du 20e, étaient les meilleurs en calcul mental. Puis quand on a inventé la calculatrice, ils sont devenus beaucoup moins importants. Ma question, c'est quel va être l'impact général de l'IA et quelle va être son évolution? Et plus précisément, est-ce que ça va réorienter les métiers, les compétences, et voilà, quelles vont être les cibles principales de ces changements? Alors déjà un point intéressant effectivement sur la calculatrice, je pense qu'on va avoir le même effet déjà à l'école. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de combattre, ou en tout cas sur lequel il faut être attentif. La calculatrice a donné l'idée à beaucoup de gamins à l'école que ça ne servait à rien d'apprendre à calculer parce que plus tard, ils pourront faire les calculs. Ce qui est vrai, en plus, plus tard, personne ne fait de calcul mental, quasiment pas, et encore moins de calcul manuel aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant d'apprendre à calculer quand même quand on est petit, parce que ça apprend à la logique, ça forme le cerveau. Ça permet de comprendre. Et voilà, exactement. Et donc je pense qu'il va se passer exactement la même chose pour le texte, mais dès maintenant. En fait, les gens qui aujourd'hui commencent à faire des rédactions à l'école, je ne sais pas quand est-ce qu'on commence à faire des rédactions, mais à la fin du primaire ou au collège, je pense qu'ils vont commencer à se dire, s'ils ne se le disent pas déjà, pourquoi j'apprends à faire des paragraphes et à argumenter une réponse à une question, puisque j'aurai un ordinateur pour me le faire quand je serai grand. Et ce sera vrai au sens où je pense que 99% des gens ne rédigeront plus un seul paragraphe à la main dans 10 ans en fait. Ou alors ce qu'ils feront, ce sera un peu par élégance ou par préciosité de vouloir dire que moi j'écris moi-même, un peu comme les gens qui écrivent au stylo plume aujourd'hui. Mais donc ça ne veut pas dire que c'est bien, parce que en tout cas à l'école. Parce que apprendre à rédiger, ça veut dire aussi apprendre à argumenter dans sa tête, à enchaîner des arguments. C'est des cartes, voilà, exactement. Et quand on écrit par exemple, on ne pense pas de la même manière non plus. Donc un sujet sur lequel on a réfléchi dans sa tête pendant 2 jours prend une dimension différente quand on commence à l'écrire. Donc tout ça est très important. Je pense que c'est très important qu'on continue d'obliger les enfants à apprendre à rédiger quand même, tout en reconnaissant que plus tard, ils ne le feront plus. Mais il y a une phase de formation qui sera importante et à la limite, ça vaudrait le coup que chacun d'entre nous continue à rédiger un petit peu dans son coin, juste pour s'entretenir le cerveau. Donc après, toutes les tâches qui sont similaires vont être percutées par l'IA. Je pense, d'abord, c'est certain que tous les logiciels qui sont utilisés dans les bureaux aujourd'hui, toute la suite Office de Microsoft et tous les équivalents, eux, vont intégrer tout de suite l'IA, ça commence déjà à être le cas. Et donc en fait, plus aucun texte ne sera écrit sur Word sans qu'il y ait une IA qui ait proposé des suggestions, qui ait proposé de changer tel paragraphe, d'ajouter telle idée, d'en retrancher une autre. Donc en fait, à un moment, l'idée qu'on ait fait un texte sans IA, ça paraîtra bizarre, ou en tout cas ça paraîtra normal qu'en fait il y ait de l'IA dans toutes les productions de ce type-là. Donc ça c'est certain. Ça ne veut pas dire que des métiers vont vraiment disparaître en tant que tels. Moi, je crois beaucoup à l'idée que les gens qui se feront remplacer, ce seront juste ceux qui n'auront pas voulu s'adapter à travailler avec l'IA. Donc, par exemple,
les illustrateurs, c'est une chose à laquelle on pense spontanément, parce qu'on voit ce que fait Midjourney et on se dit pourquoi est-ce que quiconque ferait appel entre guillemets, à un dessinateur ou un illustrateur aujourd'hui. En réalité, c'est pas vrai. Il y aura toujours des illustrateurs parce que ce seront les gens qui auront passé leur vie à acquérir le goût, la connaissance, la sensibilité et la capacité d'imagination qui fait qu'ils vont trouver la bonne vision pour le bon sujet, quoi, ou pour la bonne application. Et ensuite, il se trouve que ceux qui s'en sortiront, ce sont ceux qui utiliseront efficacement les ressources de l'IA. Ceux qui resteront, il y aura probablement une place, encore une fois, pour des gens qui font tout manuellement, un peu comme aujourd'hui, il y a toujours de la musique en live, alors même qu'on a des enregistrements depuis plus de 100 ans. Donc il y a toujours une place pour ça, mais simplement, majoritairement, les illustrateurs, comme ils sont tous majoritairement mis à utiliser Photoshop, utiliseront aussi l'IA dans leur processus. Mais on pourrait quand même se dire, si moi je fais appel à un illustrateur qui me prend X euros, en revanche, maintenant que j'ai l'IA, je demande à Midjourney, je ne sais quoi, de faire un montage qu'avant je payais très cher, je ne vais plus employer cette personne. Donc, et on parle souvent des 300 millions de personnes qui vont être au chômage, des estimations un peu ubuesques. Qu'en est-il? Alors oui, il y a clairement des gens qui vont ne plus avoir des commandes qu'ils avaient auparavant. Donc, pour l'illustration, notamment pour les choses qui ne sont pas très professionnelles. Par exemple, une chose qui permet à des illustrateurs de commencer à gagner leur vie, surtout au début de la carrière, c'est par exemple de faire des choses comme des couvertures de romans autopubliés sur Amazon. Ce genre de choses, clairement, un auteur qui s'autopublie sur Amazon ne va pas payer 1000 euros quelqu'un pour faire une illustration alors qu'il peut le faire pour 5 centimes sur Midjourney. Donc ça, c'est clair que c'est un problème même de carrière en quelque sorte pour beaucoup de gens. Mais bon, après, je pense que les bons, ceux qui sauront bien s'en servir, trouveront quand même du travail. Ce ne sera pas une disparition totale. Clairement, il y en a qui vont en subir le contre-coup. Et donc après, c'est une question de savoir si la création de nouveaux métiers qui vient de ces technologies suffit à contrebalancer la disparition de certains emplois qui va forcément arriver. Alors, en principe, je crois plutôt quand même au fait que, comme toutes les technologies précédentes, elles finissent par créer au moins autant d'occupations que celles qu'on avait auparavant. J'avais vu une statistique, je crois que c'était l'économiste David Doctor qui disait ça, que 60% des métiers d'aujourd'hui n'existaient pas il y a 80 ans, quelque chose dans ce genre-là. Et donc, on peut très bien imaginer que dans 80 ans, il y aura aussi, on ne reconnaîtra pas les métiers d'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ce qu'il y aura demain, mais il y aura quelque chose, et qu'on ne sera pas tous oisifs et inutiles. La question qu'on peut se poser avec l'IA, c'est la rapidité, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, ça va effectivement très vite. Il y a une sorte de progression exponentielle depuis 5-6 ans. Donc, est-ce que l'adaptation, la transition sera trop brutale pour que les gens puissent s'adapter, changer de carrière, se former? C'est possible, donc ça c'est une chose qu'il faut suivre de près. Une des difficultés dans la prédiction de tout ça, c'est que justement, on ne sait pas en fait où en sera la technologie dans 5 ans. Ça se trouve, il y aura des changements fulgurants, ça se trouve, ça prendra des formes très différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, même du point de vue de l'action publique qui va devoir accompagner tout ça, c'est pas évident de savoir quoi faire, surtout avec le temps que ça met de légiférer ou même simplement de savoir vers quoi orienter les élèves, ce genre de choses. Donc, il y a une sorte d'aporie ici, on va devoir improviser au fur et à mesure, je pense. Et si on fait un peu de science-fiction et qu'on se dit quelle va être notre vie dans 20 ans, je pense au film Retour vers le futur, le deuxième épisode, qui se passe en 2020, donc on a passé le moment. La vie est très intéressante parce qu'il y a des serveurs qui sont robotisés, qui nous parlent, etc., avec la tête de Michael Jackson, c'est incroyable. Dans 20 ans, est-ce que vous pourriez nous dire là quelles vont être les applications du quotidien cette fois qui vont pouvoir changer nos vies? Est-ce que ce sera diamétralement opposé à ce qu'on vit aujourd'hui? Alors c'est toujours un exercice difficile, même dans Retour vers le futur, en fait, ils se sont trompés complètement puisqu'il y a des voitures volantes qu'on n'a pas. Et inversement, ils n'ont pas ni l'overboard d'ailleurs, même si ça, il y en a qui essayent beaucoup de travailler dessus. Mais surtout, il n'y a pas Internet, par exemple. Il n'y a pas les smartphones, il n'y a pas des choses. En fait, les choses qui sont les plus importantes dans notre vie de tous les jours, évidemment, c'était inconcevable. Enfin, en fait, ça aurait pu être concevable, mais c'était pas encore très, très populaire ni très connu en 1981, je ne sais plus combien, quand Retour vers le futur a été fait. Donc,
bon, c'est délicat comme exercice Ouais. et on se trompe toujours. Mais peut-être Alors pas une chose, dedans. ouais, non, mais une chose que je vois quand même, enfin que j'imagine assez bien, c'est dans le domaine du divertissement et de la culture populaire, enfin de la culture tout court, où là, ça me paraît évident que la synthèse d'images en particulier, et puis la synthèse de voix et la synthèse de texte, ça va permettre d'une part à des équipes beaucoup plus petites que les studios hollywoodiens aujourd'hui de faire des films, des séries, enfin des jeux vidéo, donc tous les contenus qu'aujourd'hui on consomme en masse seront produits très très différemment bientôt. Ça voudrait dire par exemple qu'on pourrait prendre n'importe quel acteur et il n'a pas besoin de venir sur le plateau pour tourner avec, quoi. Y compris des acteurs d'ailleurs d'il y a un siècle en fait. Donc, c'est pour ça que dans le livre, je dis on pourrait imaginer d'avoir un film fait sur mesure pour nos goûts. Si on veut voir un film avec Louis de Funès et Sharon Stone qui se passe dans l'Empire byzantin au XIIe siècle, on pourra. Enfin, et voilà, et donc ça c'est clair que ça va arriver avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que c'est très marrant et que ça va susciter beaucoup, beaucoup de créativité. Parce qu'on peut imaginer qu'il y a plein de Stanley Kubrick ou de François Truffaut potentiels qui n'ont juste, pas, par malchance, jamais eu accès à une caméra ou à un studio de cinéma, parce que ça demande énormément de moyens et qu'il y a finalement peu d'élus dans le milieu. Mais ça se trouve, ils ont des très très bonnes idées, des très bonnes visions créatives, et ils vont pouvoir le faire tout seuls, ou avec une toute petite équipe. Donc ça, c'est très bien. L'inconvénient, c'est que, alors qu'on a déjà un mouvement d'archipélisation de la société, comme l'avait dit Jérôme Fourquet dans son livre, où déjà les sphères culturelles se séparent un peu. Enfin, on voit que les différents groupes sociaux n'ont plus les mêmes références, plus les mêmes loisirs, n'ont plus les mêmes divertissements. Ça va probablement s'accentuer encore à un niveau encore plus individuel. On peut très bien imaginer donc, que chacun en fait, voit des films différents et qu'on n'a plus aucune référence culturelle commune. On ne peut même plus parler à la pause café du film qui est passé la veille ou de celui qu'on a vu au cinéma ou même de la série qu'on voit sur Netflix en ce moment. Donc ça pose quand même pas mal de problèmes sur le lien commun qui unit une société, qui passe beaucoup par la culture. Et ça peut se briser. Et aussi, on peut très bien imaginer d'emblée des studios qui s'en servent pour adapter leurs films au public. Ça même encore plus précocement que ce que j'imaginais à l'instant. Par exemple, un studio hollywoodien qui va faire un film où les acteurs seront chinois dans la version chinoise, seront européens dans la version européenne, voilà. Et donc ça, je pense que ça va probablement arriver. Peut-être que le personnage principal sera un homme ou une femme en fonction de celui qui la regarde. Enfin, C'est communautaire. donc voilà, c'est un risque vraiment par volonté de s'adapter à chaque public et à chaque desiderata, aussi de rompre la forme d'unité qu'il pouvait y avoir avant et qui avait quand même des aspects bénéfiques, ne serait-ce que pour pouvoir se confronter à des points de vue différents. En fait. Et n'avez-vous pas peur quand même, c'est mon avant-dernière question, d'une artificialisation du monde? Enfin, moi, je trouve que quand on voit qu'il y a une démarche vers un retour au sens dans les nouvelles générations, un retour à la nature, est-ce qu'on a envie de cette société artificielle? On parle d'écran. Est-ce qu'on va vivre? Alors là, je crois que c'est un autre film, et c'est Vanilla Sky, je crois, si ma mémoire est bonne, où il vit en fait, il est allongé dans un hôpital et il vit dans un monde totalement parallèle qui est numérique ou complètement digital, quoi. Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce que c'est un risque? Je Ça, ne sais c'est pas une si on en a envie ou pas. Moi, Enfin, est-ce que vous en avez envie déjà? en fait, je me pose pas vraiment la question comme ça parce que je suis persuadé que ça va arriver. Donc, à la limite, que je trouve qu'on n'a pas tellement le choix en fait. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a certaines technologies qui, quand elles sont sorties de la boîte, n'y rentrent jamais en fait. Et donc, je trouve que, par exemple, on a beaucoup parlé du métavers récemment. Alors, la mode est un peu passée pour le mot, mais ça disait quand même quelque chose d'assez vrai, qui est qu'on vit déjà beaucoup dans le monde virtuel en fait. Ne serait-ce que par les réseaux sociaux, où en fait une grande partie des relations sociales des gens se font par le biais de connexions numériques, et donc d'images et de pixels et de liens sur Internet. Donc on a déjà cette tendance, et on voit que même si beaucoup de gens trouvent que c'est pas bien, et même que des études scientifiques montrent que c'est plutôt mauvais, et que les gens qui arrêtent les réseaux sociaux pendant suffisamment longtemps s'en portent plutôt mieux, on voit aussi qu'en fait, il n'empêche que la société ne s'en prive pas, et que c'est suffisamment attirant, parce que ça touche à des choses très fondamentales, je pense, de l'expérience humaine et des sociétés humaines, qu'on ne peut pas vraiment faire autrement que de les avoir, en fait. Et donc, je pense que ça va être un peu pareil pour l'avenir proche, où ces technologies-là vont encore plus développer ce qu'on peut faire du point de vue virtuel. Mais à la limite, je trouve que ce qui peut avoir de positif, c'est d'essayer de retrouver, de mieux lier le monde numérique et le monde réel. Le monde numérique a aujourd'hui l'inconvénient d'être simplifié, d'être
peut-être trop abstrait, notamment dans ce qu'on appelle genre, les mondes virtuels, dans le sens de la 3D, etc. Ou même une visioconférence, par exemple, c'est très mauvais, on n'a pas l'impression d'être vraiment avec la personne. Mais ça, l'IA pourrait probablement aider à ce qu'on se sente finalement, enfin à ce que le filtre du numérique soit plus invisible et que donc on ait un accès un peu plus immédiat au monde, aux autres personnes, aux choses. C'est quelque chose qui me paraît plus atteignable que d'imaginer qu'on va s'en passer tout court. Et dernière question, je reviens à l'origine, vous avez coécrit un ouvrage avec ChatGPT. On a parlé des métiers qui pouvaient mourir, le métier d'écrivain potentiellement pourrait mourir, donc est-ce que vous avez été le premier, l'acte numéro 1 de la mort de votre propre métier? Je me suis un peu auto-remplacé. Non, mais vraiment, je pense que ce ne sera pas le cas. C'est possible que la forme du livre change beaucoup. Je pense que c'est déjà un peu le cas. Les gens lisent quand même moins de livres qu'avant, c'est une évidence. C'est beaucoup remplacé par des formats plus courts, sur Internet en particulier. Donc, je pense que ça va changer, mais ce sera plus important finalement que Je pense que la génération de textes par IA, ça va s'imposer partout, comme je l'ai dit. Donc dans les livres aussi, il n'y aura plus un livre qui ne sera pas fait au moins en partie avec l'aide de l'IA bientôt, je pense. Mais ça ne veut pas dire forcément que les gens arrêteront ni de lire ni d'écrire. De ce point de vue-là, ce qui risque le plus finalement de porter atteinte au métier d'écrivain, c'est plutôt en fait la capacité d'attention des gens, les formats qui sont le plus diffusés. Et donc, je pense qu'on va arriver vers une parcellisation aussi des livres qui fait qu'on aura plutôt des textes courts à la fin. En tout cas, c'est ça qui sera le plus influent, qui sera le plus lu à l'avenir. Mais je ne pense pas que l'IA finalement menace ça. Non, parce que de toute façon, même si c'est fait par IA, il faut quand même... Il y a une phrase de Pascal que j'aime bien, où il parle de sa propre machine à calculer, la Pascaline, où il dit ce qu'elle fait s'approche plus de la pensée que tout ce que font les animaux. Donc on peut imaginer ce qu'il aurait dit de ChatGPT, si déjà la calculatrice primitive qu'il avait trouvait que c'était déjà très proche de la pensée. Mais elle n'a aucune volonté. Il le dit autrement, mais c'est l'esprit. Elle n'a pas de volonté, et c'est toujours le cas de ChatGPT qui ne veut rien tant qu'on ne lui a pas demandé quelque chose. Et donc, nous, on a toujours ce privilège de la volonté pour l'instant. Et finalement, un texte qui aura été écrit au sens où il aura été désiré par un auteur, qui aura ensuite sélectionné ce que l'IA lui aura produit, il aura fait un choix, il aura approuvé ce qu'il offre au public. En fait, c'est un texte comme un autre. Et il aura juste été fait différemment, mais il n'empêche que les idées que veut transmettre cet auteur-là seront toujours celles de l'auteur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.